Si je fais comme ça, si vous m'entendez bien en fait, ça serait pas mal. Si je fais comme ça, si vous m'entendez bien en fait, ça serait pas mal. C'est bon signe. Si je fais comme ça, si vous m'entendez bien en fait. Je fais des essais un peu chelous. Je fais des essais un peu chelous. Ouais, je sais, c'est pas très grave. Ah oui. Le Sparkas. Je fais des essais un peu chelous. Ouais, je sais, c'est pas très grave. Ouais, je sais, c'est pas très Allez, grave. tu gagnes normal. Ça, c'est chiant. Ah oui. Le Sparkas. Le Sparkas. Je fais des essais un peu chelous. Ouais, je sais, c'est pas très grave. Ouais, je sais. Allez, tu gagnes normal. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Alors voilà, voilà, ça devrait être pas trop mal. C'est dommage juste qu'il... Ouais, laisse tomber. Ok, alors voilà, voilà, ça devrait être... C'est dommage juste qu'il... C'est Nautilus qu'on en face. Ouais, bref, on s'en fout. Alors, laisse tomber. Ouais, histoire qu'on démarre à l'heure quand même. Alors voilà, voilà, il nous faut ça, il nous faut... C'est Nautilus qu'on en face. On s'en fout. Alors, on s'en fout. Alors, l'image, histoire qu'on démarre à l'heure. J'ai pas préparé grand chose, hein. Famille oblige, j'étais pas. Il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut. J'étais pas hyper dispo. On s'en fout. Alors, l'image, j'ai pas préparé grand chose, hein. J'ai pas préparé grand chose, j'étais pas. Famille oblige, j'étais pas. Il nous faut ça, il nous faut ça. Toc. J'étais pas hyper dispo. J'ai pas préparé grand chose, hein. J'ai pas préparé grand chose, j'ai pas préparé grand chose. Famille oblige, j'étais pas. Toc. J'étais pas hyper dispo. J'ai pas préparé Ah merde. grand chose. C'est le club. Ah merde. Ah merde. C'est le club. C'est le club. Ah, je suis trop loin. Je crois que je vais... Voilà. Ah merde. C'est le club. Ah merde. C'est le club. C'est le club. Ok. Ah, je suis trop loin. Ah, je suis trop loin. On est bon. Ah bah il y a déjà du monde. Salut tout le monde. Voilà. Il y a déjà du peuple.
Ok, je finis juste mes derniers petits réglages parce que je suis arrivée un petit peu juste, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'installer. J'ai préféré me maquiller puisqu'on m'a conseillé de choisir une tenue associée au texte. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez quand j'ai le micro à cet endroit-là? Ou est-ce qu'il faut que je remette le casque? Vous allez me dire. Une tenue associée au texte. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez quand j'ai le micro à cet endroit-là? Est-ce qu'il faut que je remette le casque? Je reviendrai. On va fermer la porte. Une tenue associée au texte. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez quand j'ai le micro à cet endroit-là? Salut, salut. Vous m'entendez en double? Ah oui, je sais pourquoi. Ouais, c'est ma faute. Excusez. Salut, salut. Voilà, normalement ça devrait être beaucoup mieux. Putain, fais chier. Vous m'entendez en double? Chut, on va commencer. Ah oui, je sais. C'était monsieur. Pas facilité. Ouais, c'est ma faute. Oui, c'est bon. Excusez. Arrête. Salut, salut. Voilà, normalement ça devrait être beaucoup mieux. Ok, alors moi j'ai noté essayer de faire un peu moins de lumière. Chut, on va commencer. Ah oui, je sais. C'était monsieur. J'arrive pas à avoir la caméra plus sombre. C'est chaud. Oui, c'est bon. À partir du moment où j'ai un deuxième écran allumé. Voilà, normalement ça devrait être beaucoup mieux. Ok, alors moi j'ai noté essayer de faire un peu moins de lumière. Team Lovecraft. En Ashuka, je pense qu'il y a milité pour que ça soit du Lovecraft qui soit lu. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez pas en double? Et est-ce que... Exactement, Alcimo. J'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés le soir, on a choisi le thème. En Ashuka, je pense qu'il y a milité pour que ça soit du Lovecraft. Un peu à la va-vite, j'avoue. J'essaierai de faire ça plus propre la prochaine fois. Pas en double. Et est-ce que... Exactement, Alcimo. J'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés. Donc là, normalement, vous m'entendez plus en double. Hein. Enfin, je vais écouter pour être sûr. Un peu à la va-vite, j'avoue. J'essaierai de faire ça plus propre la prochaine fois. Ah si, pourquoi on m'entend en double? Exactement, Alcimo. Voilà. Un retour tout dégueu, là. Merci, Chouka. C'est fait un peu à la va-vite, ouais. J'essaierai de faire ça après à chaque fois. Normalement, là, j'entends plus d'écho. Comme quoi, il fallait bien que j'équipe le casque avant. Mais je vais essayer de le retirer, c'est plus joli. Pour se mettre dans l'ambiance, c'est plus sympa. Salut tout le monde. Vérifie tes paramètres, c'est peut-être la webcam. Ouais, non, normalement ça doit être bon, là, j'entends plus rien. Redites-moi encore une fois. Peut-être t'as pas besoin de moi au top. C'est bon, ok, super. Bon, si je pose le casque normalement devant, vous allez pouvoir m'entendre. Ah, salut Anto. Donc on remercie très fort en français dans le texte qui m'a briefé pour la configuration des paramètres de stream. Donc normalement maintenant on aura vraiment de la bonne qualité pour le stream. Pour la webcam et pour les jeux vidéo. Donc tant qu'à faire, on va faire ça bien. Alors je pose le casque parce que de toute façon je vous entends pas. Donc à la limite ce que je pourrais faire c'est faire ça. Normalement vous m'entendez encore. Comme ça vous n'entendrez pas ce que j'entends. Même si j'entends rien, mais au cas où j'ai des alertes ou quoi. Ah si, je sais ce qui manque à propos d'alerte. Il faut juste que je mette l'alerte follow. Je lance ça et ensuite voilà ce que je nous ai choisi. Ça s'appelle Horreur dans le musée. En fait, ça s'agit de... Ça s'agit de petites nouvelles en fait. Diverses petites nouvelles. Anto, fournisseur du bon streamer. C'est clair. Mais t'en es toi-même un en français dans le texte. Hein. Ça c'est... Ça fait plaisir de se retrouver, c'est vrai, en petit comité au moins de gens qui se plaisent les uns aux autres. Alors, on peut le laisser gros comme ça. On va le mettre ailleurs. Attendez, faut que je fasse quelque chose. Hop. Voilà.
Fournisseur de bons streamers et puis briefeur de bons streamers aussi. Pour nous apprendre à utiliser nos outils, on va dire. Voilà. Et donc maintenant je fais ça. J'ajoute... Ah bah voilà, en français dans le texte. Host le stream, ouais, merci, en français dans le texte. Alors attends, normalement j'ajoute ça maintenant et ça sera bon. Donc ajouter... les follow. J'étais mort de toute façon. Les focus. Mais la Nidalee, elle est nulle. Qu'est-ce qu'elle est nulle. Chut. Il faut que tu parles moins fort, on entend toutes tes rages. Hello Cromwell. C'était pas jamais qu'il fallait focus. Can you say in French? Damien est bon comme le jambon. It doesn't mean nothing. Ok. Waouh, c'est laid. Ah, Berk, incrustation. Voilà. Voilà. Et comme ça. Ok, on va pouvoir y aller les amis. De toute façon, je pense qu'on n'attend plus grand monde. On va pas se mettre en retard. On est 14. C'est parti. Donc j'ai choisi ça. Je vérifie que vous voyez ce que je vous montre. J'ai choisi ça. L'horreur dans le musée de Lovecraft. Puisqu'on a plus de 40% des voix qui étaient pour Lovecraft sur ce premier vote. No, I'm not. It's Cthulhu. Et donc on est parti pour la lecture de Lovecraft. L'horreur dans le musée. Je vais déséquiper le casque, comme on dit dans le jargon. Et surtout, vous me faites des grands signes si vous m'entendez plus. Je vais le poser devant normalement. Ok, alors il faut que je m'installe en plus pour que j'arrive à tenir mon bouquin tout en vous lisant le truc dans le micro. Je peux recadrer un peu la cam. Il y a le micro dans... Voilà, on va le mettre là. Can you read in English? No, because the book is not in English. And my English is very bad. And I can't translate. Maybe people in the chat can translate. But it's French. I read in French. Yes, I'm a she. I'm a she. C'est le moment de lire. Oh, t'inquiète, en français, il y a Comet qui va jeter un coup d'œil s'il y a besoin, mais il n'y aura pas de souci. Je suis pas inquiète. S'il y a besoin, ouais, on le fera tantôt. Je sais que je peux compter sur toi. Bah disons, officiellement, le book est en anglais, hein, puisque Lovecraft, il écrit en anglais à la base. Mais là, je l'ai pris en français, ouais. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour tout le monde, parce que pour la langue de Shakespeare, par respect pour la langue de Shakespeare, on va éviter de m'écouter parler en anglais. Hein. On va faire ça. Ok. Donc c'est un repère en fait de diverses nouvelles de Lovecraft. Voilà. C'est dans le monde de Lovecraft, donc un monde envahi par des créatures venues de dimensions du glauque. Je sais pas comment dire d'autre pour quelqu'un qui connaît pas. Et voilà. Les héros de Lovecraft sont en permanence en train de lutter contre la folie, la plupart du temps. Ok. Bon bah écoutez, on va partir là-dessus et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, la première... Donc c'est des nouvelles pour certaines qui sont coécrites. Pas toutes, certaines. Vous m'entendez comme il faut, ça va? Même si je bouge un peu en lisant.
je sens que Cromwell va aller écouter quelqu'un d'autre lire. Foot de rue. Non, non, je crois pas. Non. Je suis installée avec des bonbons. Hop. Merde. J'ai mis une droite. Voilà. Midmodo, c'est fait. C'est fait, comme ça sera réglé. Bon, je te fais confiance, tu fais pas la terreur, hein. Toi, t'es capable d'être un terroriste en tant que modo. Allez, c'est parti. Donc Lovecraft, première nouvelle, ça s'appelle En rampant dans le chaos. On a beaucoup écrit sur les plaisirs et les souffrances procurés par l'opium. Les extases et les horreurs de Kinsey, les paradis artificiels de Baudelaire ont été décrits et interprétés avec un art qui les a immortalisés, et tout le monde connaît la beauté, l'aspect terrifiant et mystérieux de ces royaumes obscurs dans lesquels est transporté le rêveur inspiré. Mais, malgré tout ce qu'on en a dit, personne n'a encore osé suggérer la nature des fantasmes qui se déroulent dans l'esprit, ou indiquer la direction des routes inouïes dont le participant est irrésistiblement entraîné à suivre le parcours flamboyant et dépaysant. De Kinsey fut emporté en Asie, ce continent foisonnant d'ombres nébuleuses dont l'impressionnante antiquité est telle que le grand âge de la race et du nom domine le sens de la jeunesse chez l'individu. Mais il n'a pas osé aller plus loin. On vient juste de commencer Notorious. J'ai push-out, attends. Ah oui, attendez, parce qu'il faut que ça chuchote à côté. Merci pour le host. Donc il n'a pas osé... j'en sais plus où j'en étais. De Kinsey fut emporté en Asie, c'est ça. Mais il n'a pas osé aller plus loin. Ceux qui y sont vraiment allés en sont rarement revenus. Lorsqu'ils ont reparu, ils sont restés silencieux ou bien ils étaient complètement fous. Je n'ai pris de l'opium qu'une fois, l'année de la peste, lorsque les médecins cherchaient à atténuer les souffrances dont ils étaient impuissants à soigner la cause. Le mien, qui était épuisé d'horreur et de fatigue, avait forcé la dose et j'ai voyagé vraiment très loin. J'ai fini par en revenir et par survivre. Mais mes nuits sont peuplées d'étranges souvenirs et je n'ai plus jamais permis à un médecin de me prescrire à nouveau de l'opium. Pendant le traitement, les douleurs et le martèlement que je ressentais dans la tête étaient tout à fait insupportables. Je ne me souciais absolument pas de l'avenir, m'échapper par la guérison, l'inconscience ou la mort était tout ce qui m'intéressait. J'étais en partie délirant, si bien qu'il est difficile de situer le moment de transition exact, mais je crois que l'effet a commencé à se manifester peu après que ce martèlement ait cessé d'être douloureux. Comme je l'ai dit, j'avais reçu une dose trop forte. Les réactions étaient donc loin d'être normales. L'impression de tomber, curieusement dissociée de l'idée de pesanteur ou de direction, était dominante. Il y avait cependant, subsidiairement, celle de foules invisibles, d'une incalculable profusion, des foules de différentes natures, mais ayant toutes avec moi un rapport plus ou moins net. Parfois, je ne croyais plus tellement tomber moi-même, mais j'avais plutôt l'illusion de voir l'univers ou les siècles tomber devant moi. Soudain, ma douleur cessait, et je commençais à associer le martèlement à une force extérieure plutôt qu'intérieure. La sensation de chute avait également disparu, pour céder la place à celle d'un repos inconfortable, temporaire. Et, en prêtant l'oreille de plus près, le martèlement devenait celui de la vaste et insondable mer dont les lames colossales et sinistres venaient bouleverser une plage désolée à la suite d'une tempête gigantesque, alors que je rouvrais les yeux.
Pendant un instant, l'entourage me parut confus, comme une image qu'on ne peut pas arriver à mettre au point. Mais, peu à peu, je me rendais compte que je me trouvais seule dans une belle et étrange chambre, éclairée par de nombreuses fenêtres. Je ne pouvais me faire une idée de la nature exacte de cet appartement, car mes pensées étaient encore loin d'être en place. Mais je remarquais des tapis et des draperies de diverses couleurs, des tables aux formes compliquées, des fauteuils, des divans, des canapés, des vases raffinés et des ornements qui donnaient une impression d'exotisme sans être réellement d'un pays étranger. Je notais ces détails, bien qu'ils ne soient pas restés longtemps à la surface de mon esprit. Une crainte de l'inconnu, à donner le vertige, se répandait lentement mais inexorablement dans les couches supérieures de ma conscience, et prenait le pas sur tout le reste. Une crainte d'autant plus grande que j'étais incapable de l'analyser, et semblant s'associer à une menace furtive. Cela ne concernait pas la mort, mais une chose sans nom, dont on n'avait jamais entendu parler, et indiciblement plus horrible et répugnante. Salut gros pseudo. Ensuite, je compris le symbole qui excitait ma terreur. C'était l'affreux martèlement qui se répercutait sans répit, en battements affolants sur mon cerveau épuisé. Cela semblait provenir d'un point situé au dehors et au-dessous de l'édifice dans lequel je me trouvais, et cela s'associait aux images mentales les plus terrifiantes. Il me semblait que quelques scènes ou quelques objets horribles se dissimulaient derrière les murs tendus de soie, et j'hésitais à regarder à travers les fenêtres, en plein cintre et grillagé qui s'ouvraient d'une manière si déconcertante dans les deux sens. Merci pour le host, gros pseudo. En voyant que ces fenêtres comportaient des volets, je les fermais tous. Mais, ce faisant, je détournais les yeux pour ne pas voir ce qu'il y avait à l'extérieur. Ensuite, grâce à un briquet à pierre que je trouvais sur l'une des petites tables, j'allumai les nombreuses bougies plantées dans les appliques de style arabe accrochées au mur. Les volets clos et la lumière artificielle donnaient une impression de sécurité, qui, jusqu'à un certain point, me calma les nerfs. Cependant, je ne parvenais pas à faire taire le martèlement monotone. À présent que j'étais plus calme, ce bruit devenait aussi fascinant qu'effrayant, et j'éprouvais le désir d'en trouver l'origine, en dépit de mes réticences encore puissantes. J'ouvris une portière sur le côté de la pièce la plus proche du martèlement. Je découvris un petit couloir tendu de tissus somptueux, aboutissant à une porte sculptée et à une fenêtre en encorbellement. J'étais irrésistiblement attiré vers cette fenêtre, mais je me sentais en même temps retenu avec autant de force par les appréhensions mal définies. En approchant, je vis dans le lointain un tourbillon d'eau chaotique. Une fois que j'y fus parvenu et que j'eus regardé des deux côtés, le tableau prodigieux de ce qui m'entourait me sauta aux yeux avec une force entière et dévastatrice. C'était un spectacle comme j'en avais jamais vu, et que personne de vivant ne peut avoir vu, sauf dans le délire de la fièvre ou l'enfer de l'opium. Le bâtiment s'élevait sur une pointe très étroite, ou sur ce qui était à présent une pointe, 90 bons mètres au-dessus de ce qui avait dû être, peu de temps auparavant, un tourbillon bouillonnant d'eau déchaînée. De chaque côté de la maison s'ouvrait un précipice de terre rouge que ces eaux venaient récemment de creuser, tandis que devant moi, les vagues terrifiantes continuaient à rouler effroyablement, mordant sur la terre avec une affreuse monotonie et sans se hâter. À 1 mille ou davantage, se soulevaient et retombaient des lames menaçantes d'au moins 4 mètres, 50 de hauteur, et, à l'horizon lointain, des nuages noirs fantomatiques aux contours grotesques planaient comme des vautours de mauvais augure. Les vagues étaient sombres, pourpres, presque noires, et s'attaquaient à la boue rouge friable du rivage comme des mains avides et rudes. Je ne pouvais me défendre d'avoir l'impression que quelques esprits maritimes malfaisants avaient déclenché une guerre d'extermination contre la terre ferme, poussée peut-être par le ciel furieux. Revenant à la longue de la stupeur dans laquelle ce spectacle anormal m'avait plongé, je me rendis compte que ce danger physique que je courais était sérieux.
Sous mes yeux, le rivage avait reculé de plusieurs pieds, et il ne s'écoulerait peut-être pas longtemps avant que la maison ne s'effondre, entraînée par le terrain miné dans le gouffre terrible que battaient les vagues. En conséquence, je me hâtais de gagner l'autre côté de l'édifice. Je découvris une porte, sortis immédiatement et refermai grâce à une clé de forme bizarre que j'avais trouvée à l'intérieur. Je voyais à présent une plus grande étendue de l'étrange région qui m'entourait et remarquai une curieuse division qui semblait exister dans l'océan hostile et le firmament. De chaque côté du promontoire régnaient des conditions différentes. À ma gauche, quand j'étais tourné vers l'intérieur des terres, il y avait une mer qui se soulevait légèrement avec de grandes vagues vertes qui roulaient paisiblement sous un soleil éclatant. Il y avait dans la nature et la position du soleil quelque chose qui me fit frissonner, mais je ne pus sur le moment, et je ne peux toujours pas dire ce que c'était. À ma droite, il y avait également la mer, mais elle était bleue, calme, avec seulement de petites ondulations, tandis que le ciel au-dessus était sombre et le rivage, battu par les vagues, blanc plutôt que rouge. Je reportai alors mon attention sur la terre ferme et découvris une chose qui me causa une nouvelle surprise, car la végétation ne ressemblait en rien à ce que j'avais vu et dont j'ai jamais vu la description. Elle était apparemment tropicale, ou au moins subtropicale, conséquence de l'intense chaleur de l'atmosphère. Je croyais parfois établir d'étranges analogies avec la flore de mon pays natal, en m'imaginant que les plantes et les arbustes bien connus pouvaient prendre de telles formes sous l'influence d'un changement radical de climat. Mais les palmiers géants et omniprésents étaient nettement d'un autre pays. La maison que je venais de quitter était très petite, à peine plus grande qu'un cottage. Mais le matériau utilisé était évidemment du marbre. Son architecture était bizarre et composite, supposant une curieuse fusion des formes occidentales et orientales. Il y avait aux angles des colonnes corinthiennes, mais le toit de tuiles rouges ressemblait à celui d'une pagode chinoise. Depuis la porte s'étendait vers l'intérieur des terres un sentier d'un sable singulièrement blanc, d'environ 1,20 m de largeur et bordé de chaque côté par des palmiers majestueux et par des arbustes et plantes à fleurs impossibles à identifier. Il allait vers le côté du promontoire où la mer était bleue et la rive plutôt blanche. En bas de ce sentier, je ressentis une impulsion m'engageant à fuir, comme si j'avais été poursuivi par quelque esprit malfaisant sorti de l'océan dont les vagues se brisaient plus bas. Au début, il montait légèrement, et je parvins à une crête peu élevée. Je regardai le paysage que je venais de laisser derrière moi. Les eaux sombres, la mer verte d'un côté, bleue de l'autre, et une malédiction innommée et innommable s'étendant sur le tout. Je ne l'ai jamais revue, et je me demande souvent. Après ce dernier coup d'œil, je partis à grands pas, et je passai en revue le panorama qui s'étendait devant moi vers l'intérieur des terres. Bonjour aux arrivants, je viens de vous voir seulement d'arriver. Faut partir. Le sentier, comme je l'ai indiqué, suivait le rivage qui se trouvait à droite quand on s'enfonçait à l'intérieur. Devant et sur la gauche, j'apercevais à présent une resplendissante vallée sur des centaines et des centaines d'hectares recouvertes d'herbes tropicales qui se balançaient plus haut que ma tête. Presque à la limite de ma vision se trouvait un palmier colossal qui m'attirait et me fascinait. Dès ce moment d'émerveillement et le fait d'être sorti de cette péninsule riche en périls avait largement dissipé ma peur. Mais, tandis que je faisais une pause et me laissais tomber de fatigue sur le bord du sentier, je m'enfonçais distraitement les mains dans le sable chaud d'un blanc doré et fus saisi par une impression de danger, nouvelle et intense. Une certaine terreur dont l'origine paraissait se dissimuler dans les grandes herbes bruissantes s'ajoutait à celle de la mer et au martèlement diabolique. Je me mis à crier à haute voix et sans suite. « Tigre, tigre, est-ce un tigre? Bête, bête, est-ce une bête dont j'ai peur ?» Mon esprit revenait, en vagabondant, à une très grande histoire ancienne, classique, de tigres que j'avais lue. Je m'efforçais de retrouver le nom de l'auteur, mais j'éprouvais des difficultés. Et puis, en pleine terreur, la mémoire me revint. L'histoire était de Rudyard Kipling. Mais ce qu'il y avait de grotesque à le traiter d'auteur très ancien ne me vint pas à l'esprit. J'aurais voulu
avoir le volume contenant de cette histoire, et j'étais presque reparti en direction du cottage, merci pour le follow, pour le chercher, lorsque mon bon sens revenu à l'attrait du palmier me revinrent. Aurais-je pu ou non résister à cette attirance, me faisant me retourner, s'il n'y avait pas eu la fascination qu'exerçait le grand palmier en sens inverse? Je ne sais. Cette dernière attraction était maintenant la plus forte, si bien que je quittai le sentier et descendis à quatre pattes le versant de la vallée, malgré ma terreur de l'herbe et des serpents qu'elle pouvait receler. On est de plus en plus nombreux, il n'y a pas de souci. Tant que vous passez un bon moment, c'est le principal. Je décidai de me battre pour conserver la vie et ma raison aussi longtemps que possible, contre les menaces de la mer, de la terre, bien que j'aie eu quelquefois peur d'être vaincu lorsque l'affolant bruissement de cette herbe étrange venait s'ajouter à l'irritant et persistant martèlement des lames lointaines. Je m'arrêtais fréquemment, me bouchais les oreilles pour m'accorder une trêve, mais sans pouvoir jamais barrer complètement le chemin à ce bruit détestable. Il fallut des siècles, m'a-t-il semblé, pour parvenir à me hisser jusqu'à ce palmier attirant et à m'étendre bien tranquille dans son ombre protectrice. Survint ensuite une série d'incidents qui me transportèrent aux deux extrêmes de l'extase et de l'horreur. Incidents que je ne peux me remémorer sans trembler et que je n'ose pas interpréter. Dès que j'eus rampé sous le feuillage en surplomb du palmier, un jeune enfant, d'une beauté telle que je n'avais jamais vu de semblable, me laissa tomber des branches. Se laissa tomber des branches. Bien que vêtu de haillons et couvert de poussière, cet être avait toutes les apparences d'un faune ou d'un demi-dieu, et dans l'ombre épaisse de l'arbre, il semblait émettre une luminosité. Il tendait la main en souriant, mais avant que j'aie pu me lever et lui parler, j'entendis chanter au-dessus de ma tête la plus exquise des mélodies, une harmonie sublime et éthérée de notes aiguës et graves. Pendant ce temps, le soleil avait plongé à l'horizon, et dans la demi-obscurité, je vis qu'une auréole irisée entourait la tête de l'enfant. Alors, d'une voix argentine, il s'adressa à moi. « C'est la fin. Ils sont descendus des étoiles à travers le crépuscule. À présent tout est accompli, et au-delà des ruissellements d'étoiles d'Aruniri, nous trouverons la béatitude de Théolé. » Tandis que l'enfant parlait, j'apercevais une douce luminescence à travers les feuilles du palmier, et, en me levant, je saluais deux êtres que je savais être les chefs du chœur que j'avais entendu. Ce devait être un dieu et une déesse, car aucun mortel ne peut être aussi beau. Ils me prirent les mains et me dirent « Viens, mon enfant, tu as entendu ces voix, tout va bien. À Théolé, au-delà de la Voie lactée et des constellations d'Arunuri, se trouvent des villes d'Ambre et de Calcédoine. Et sur ces dômes, aux multiples facettes, brillent les images d'étoiles étranges et magnifiques. Sous les ponts d'ivoire de Théolé coulent des fleuves d'or liquide, sur lesquels naviguent des embarcations du plaisir, cinglant vers Citarion la fleurie, dans les 7 soleils. Et, à Théolé ainsi que sur Citarion, c'est le domaine de la jeunesse, de la beauté, du plaisir. On n'y entend que des rires, des chants et le son du luth. Seuls les dieux habitent Théolé aux rivières d'or, mais tu vivras parmi eux. » J'écoutais, transporté, et soudain je constatai un changement dans ce qui m'entourait. Le palmier, qui, si peu de temps auparavant, donnait de l'ombre à mon corps exténué, était à présent à une certaine distance sur ma gauche, et notablement au-dessous de moi. Je flottais, incontestablement, dans l'atmosphère, accompagné non seulement par l'étrange enfant et le couple rayonnant, mais par une foule sans cesse croissante de jeunes garçons et de vierges à moitié luminescents, couronnés de feuillage, dont les cheveux s'agitaient au vent et dont le visage exprimait la joie. Nous montâmes lentement de conserve, comme portés par une brise parfumée, venant non de la terre, mais de la nébuleuse dorée. Et l'enfant murmurait à mon oreille qu'il me fallait toujours regarder vers le haut, vers les sentiers de lumière, et jamais en arrière, dans la direction de la sphère que je venais de quitter. Les jeunes garçons et les vierges chantaient à présent, en s'accompagnant au luth,
de suaves strophes de vers choriambiques. Je me sentais environné d'une paix et d'un bonheur plus profonds que je n'en avais jamais imaginé de ma vie, lorsque l'intervention brutale d'un son unique vint modifier mon destin et ébranler mon âme. Merci pour les follow. À travers les accents transportants des chanteurs, des joueurs de luth, comme pour se moquer avec un ensemble démoniaque, le détestable martèlement de cet affreux océan. Excusez-moi, j'ai un chat qui vient de m'envahir. Le détestable. Je vais y arriver. À travers les accents transportants des chanteurs, des joueurs de luth, comme pour se moquer avec un ensemble démoniaque, le détestable martèlement de cet affreux océan se mit à monter des golfes qui se trouvaient en contrebas, tandis que ces lames noires battaient leur message dans mes oreilles. J'oubliais les paroles de l'enfant et je regardais vers le bas, jusqu'à ce décor funeste dont je croyais m'être échappé. En bas, à travers les terres, je voyais la terre maudite tourner, tourner toujours, des mers furieuses et agitées par des tempêtes rongeaient les rivages sauvages et désolés et lançaient de l'écume jusqu'au sommet des tours des cités désertes. Et, sous une lune effrayante, apparaissaient les spectacles que je ne pourrais jamais décrire, que je ne pourrais jamais oublier. Déserts d'argile cadavériques, jungle de ruines et de décadence, là où s'étendaient jadis des plaines peuplées et des villages de mon pays natal, maelstrom écumant, là où s'élevèrent jadis des temples imposants bâtis par mes ancêtres. Autour du pôle Nord montait la vapeur de marécages où poussait une végétation infecte, et d'où s'échappaient des vapeurs méphitiques, sifflant devant l'attaque des vagues montant sans cesse des profondeurs frémissantes, en roulant et en bouillonnant, alors une grande explosion retentit dans la nuit, et, en travers du désert, des déserts apparurent une déchirure fumante. L'océan noir continuait d'écumer et de ronger, de dévorer le désert de chaque côté, et la cassure centrale ne cessait de s'élargir. À présent, il ne restait plus de terre à part le désert, et l'océan fumant continuait à ronger sans cesse. Immédiatement, je crus que la mer paraissait avoir peur de quelque chose, des dieux sombres de l'intérieur des terres, par exemple, qui sont plus puissants que le malfaisant dieu des eaux, mais, même dans ce cas, ils ne pouvaient plus reculer, et le désert avait trop souffert pour que ces vagues de cauchemars puissent les aider à présent. L'océan rongea ce qu'il restait de la terre et se déversa dans le gouffre fumant, abandonnant ainsi tout ce qu'il avait jamais conquis. Il se retira de nouveau des terres nouvellement inondées, découvrant la mort et la pourriture. Et de son lit antique et immémorial, il s'écoula d'une manière répugnante, découvrant les secrets enfouis dans la nuit des temps nocturnes, des années où le temps était jeune et où les dieux n'étaient pas encore nés. Au-dessus des vagues s'élevaient des clochers, des flèches élancées dont on se souvient. La lune déposait des lys pâles de lumière sur Londres morte, et Paris surgissait de sa tombe humide pour être sanctifié par de la poussière d'étoiles. Alors s'élevèrent des flèches et des monolithes qui n'étaient pas élancés et dont on ne se souvenait pas, de terribles flèches et monolithes de terre dont les hommes n'ont jamais su que c'étaient des terres. Il n'y avait plus aucun martèlement à présent, mais seulement le grondement surnaturel et le sifflement d'eau s'engouffrant dans la brèche. La fumée sortant de cette cassure s'était changée en vapeur, et, en s'épaississant, arrivait presque à cacher le monde. Elle se desséchait la figure et les mains Elle me desséchait la figure et les mains. Quand je regardais l'effet produit sur mes compagnons, je m'aperçus qu'ils avaient tous disparu. Alors, ce fut très soudainement la fin, et je ne sus plus rien jusqu'au moment où je m'éveillai sur un lit de convalescent. Le nuage de vapeur s'élevant du golfe de Pluton finit par me cacher toute la surface, tout le firmament se déchira alors dans une subite agonie de folle réverbération qui secoua les terres.
Cela se produisit dans un holocauste aveuglant, assourdissant, de feu, de fumée, de tonnerre, qu'il pulvérisa la pâle lune au moment où elle se précipitait dans le vide. Quand la fumée fut dissipée, et quand j'essayais de tourner les yeux vers la terre, je ne vis sur le fond d'étoiles froides et capricieuses que le soleil à son déclin et les pâles planètes en deuil à la recherche de leur sœur. On fait une mini pause parce qu'on est à la fin de la première nouvelle. On va enchaîner tout de suite, mais comme ça je me rattrape un petit peu sur le chat parce que j'ai vu que ça avait pas mal causé. Il faut faire un chute à la personne à côté. Ouais, il sait que je suis en train de lire, mais bon, je vais pas non plus l'empêcher de vivre. C'est qui dit ça? C'est les viewers qui disent qu'il faut te dire chute. Bah non. Faut pas parler. Mettez-vous de la musique, tout à fait, c'est une bonne idée. Moi je mets pas de musique parce que voilà, comme ça chacun fait comme il veut, mais si vous êtes plus dans l'ambiance en vous mettant de la musique, je vous le conseille, bien entendu. Bienvenue aux nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui nous ont rejoints grâce au host des copains streamers. Donc merci les copains. Lovecraft, est-ce que ça a un rapport avec Minecraft? Aucun. Aucun. Lovecraft, c'est un auteur de fantastique, de littérature fantastique. On a fait un vote en fait là ce week-end pour savoir ce que les viewers voulaient que je lise, parce qu'on sort de bouquins de Terry Pratchett, donc là on passe sur du Lovecraft et puis on rechangera à nouveau. Il faut qu'il se mouche. Ouais, on est tous les deux en train de tomber malade, mais c'est pas grave. Ok, j'enchaîne avec la suite. Je crois que j'ai répondu à tout, sinon... Sinon, remettez un message, je relirai tout à l'heure. Donc ça, c'était la nouvelle qui s'appelle « En rampant dans le chaos ». Shuka, un grand fan de Lovecraft, je crois. On est parti pour la nouvelle suivante, ça s'appelle « La verte prairie ». C'est aussi une nouvelle coéditrice, Lovecraft et Elizabeth Berkley. Alors, il y a une intro. Non, c'est normal. Introduction. Le très singulier récit ou compte-rendu d'impression qu'on va lire fut découvert dans des conditions si extraordinaires qu'elle mérite d'être consignée en détail. Le mercredi 27 août 1913, à 8h30 du soir, la population du petit village côtier de Potawatomi, Maine, aux USA, fut réveillée par un coup de tonnerre accompagné d'un éclair aveuglant. Les gens qui se trouvaient près du rivage virent une énorme boule de feu surgir des cieux pour tomber dans la mer à une faible distance en faisant jaillir une prodigieuse colonne d'eau. Le dimanche suivant, un groupe de pêcheurs composé de John Richmond, Peter Beckar et Simon Canfield prirent dans leur chalut et halèrent jusqu'à la plage une masse métallique pesant 180 kilos et ressemblant, selon les dires de M. Canfield, à un morceau de mâche-fer. La plupart des habitants s'accordèrent à dire que cette masse pesante n'était autre que la boule de feu tombée du ciel 4 jours auparavant. Et le docteur Richard Jones, l'autorité scientifique locale, admit que ce devait être un aérolithe ou météorite. En cherchant des fragments pour les envoyer à un spécialiste de Boston aux fins d'analyse, le docteur Jones découvrit, pris dans cette masse semi-métallique, l'étrange livre contenant l'histoire qu'on va lire et qui est toujours en sa possession. Bonsoir à ceux qui arrivent, vous arrivez tout juste. Comme aspect extérieur, sa découverte ressemble à un carnet ordinaire, environ 12 cm sur 7,5, comportant 30 feuilles. Au point de vue matière, cependant, il présente de nettes particularités. La couverture est apparemment faite d'une substance pierreuse aux couleurs foncées, inconnue des géologues et incassable, quel que soit le moyen mécanique employé. Aucun réactif chimique ne semble avoir d'action sur cette substance. Les feuilles sont très semblables, sauf qu'elles sont d'une couleur plus claire et si minces qu'elles en deviennent flexibles. L'ensemble est relié par un procédé que ne comprennent pas très bien ceux qui l'ont étudié. Ils permettent en tout cas à la substance des feuilles d'adhérer à celle de la couverture.
Les substances ne peuvent actuellement être séparées et les feuilles ne peuvent se plier, quelle que soit la force que l'on déploie. Le texte est en grec de la plus pure qualité classique, et plusieurs savants spécialistes de la paléographie déclarent que les caractères sont tracés dans une écriture manuscrite utilisée vers le second siècle avant Jésus-Christ. Merci pour le follow. Il y a peu de choses dans ce texte qui permettent d'en déterminer la date. Pour ce qui est du moyen mécanique utilisé, on peut seulement dire, sans aller plus loin, qu'il devait ressembler beaucoup à celui qui consiste à écrire sur une ardoise à l'aide d'un crayon spécial. Au cours des tentatives d'analyse effectuées par le feu, le professeur Chambers de Harvard, plusieurs pages, principalement vers la conclusion du récit, ont subi, avant d'avoir pu être déchiffrées, des frottements qui les ont complètement effacés. Il en est résulté une perte pour ainsi dire irréparable. Ce qui consiste du contenu de ce carnet a été transcrit en caractères grecs modernes par le paléographe Rutherford et soumis sous cette forme au traducteur. Le professeur Mayfield de l'Institut de technologie de Massachusetts a examiné les échantillons de cette pierre étrange et déclare qu'il s'agit d'un véritable météorite. Cette opinion n'est pas confirmée par le docteur von Witterfield, interné en 1918 comme dangereux ressortissant ennemi. Le professeur Bradley de l'Université de Columbia se tient sur un terrain moins dogmatique. Il souligne la présence en grande quantité dans ces échantillons de certaines substances complètement inconnues et met en garde contre des conclusions hâtives du fait qu'aucune classification n'est encore possible. Je suis en Rimword. Ah oui, il faut que je change ça. Attendez, désolé pour la mini-pause là. Est-ce que ça va marcher? Voilà, ça devrait être bon là. Donc aucune conclusion hâtive. C'est bon, c'est corrigé, ouais. L'endroit où ce livre étrange a été trouvé, sa nature, le message qu'il contient, constituent dans l'ensemble un problème si considérable qu'aucune explication n'a pu seulement être proposée. Le texte, dans la mesure où il a été conservé, est traduit ici, aussi littéralement que notre langue le permet, dans l'espoir qu'un lecteur pourra mettre le doigt sur une interprétation et apporter ainsi une solution à l'un des plus grands mystères scientifiques de ces dernières années. C'était un endroit exigu. Oui, j'ai dit oui, je pense que j'aurai après. J'irai pas me coucher tout de suite. C'était un endroit exigu et je m'y trouvais seule. D'un côté, au-delà d'une bande de gazon ondulant d'un vert vif, il y avait la mer, bleue, étincelante, houleuse, elle dégageait des vapeurs grisantes. Si abondante était cette exhalation qu'elle me donnait, à dire vrai, l'impression d'une fusion entre la mer et le ciel, car le ciel était du même bleu étincelant. De l'autre côté, il y avait la forêt, presque aussi antique que la mer, et s'étendant vers l'infini à l'intérieur des terres. Elle était très sombre, car les arbres étaient d'une taille monstrueuse, luxuriants et incroyablement nombreux. Leurs troncs géants étaient d'un vert affreux qui se mêlait étrangement à l'étroite bande de gazon sur laquelle je me tenais. Plus loin, à une certaine distance de chaque côté de l'endroit où je me trouvais, l'étrange forêt s'étendait jusqu'au bord de l'eau, en cachant le rivage et bordant complètement l'étroite bande de gazon. Quelques arbres, remarquai-je, plongeaient même leurs racines dans l'eau, comme s'ils étaient insurgés contre toute barrière opposée à leur progression. Je n'apercevais aucun être humain, aucun signe indiquant qu'il n'y en ait jamais eu avant moi. J'étais cerné par la mer, le ciel, les bois, qui s'étendaient jusqu'à une région sortant des limites de mon imagination. Il n'y avait pas non plus le moindre bruit, à part celui du vent dans les branches et de la mer. Seul, dans cet endroit silencieux, je me mis à trembler, bien que je ne sache point comment j'étais arrivé là, que je puisse à peine me rappeler mon nom et mon rang. J'avais l'impression que je deviendrais fou
si je ne pouvais comprendre ce qui me guettait. Je me rappelais des choses que j'avais apprises, que j'avais rêvées, imaginées, auxquelles j'avais aspiré dans je ne sais quelle autre existence lointaine. Je pensais aux longues nuits pendant lesquelles j'avais contemplé les étoiles et le ciel, et invoqué les dieux en les conjurant de ne pas permettre à mon âme libérée de traverser les gouffres immenses qui étaient inaccessibles à mon corps. J'évoquais des blasphèmes antiques et de terribles plongeons dans l'univers des atomes de Démocrite. Mais, à la remontée de ces souvenirs, je frissonnais, en proie à une profonde terreur, car je me savais seule, horriblement seule. Seule, mais cependant proche d'impulsions des sens d'une nature vague et vaste. Et je priais pourtant de ne jamais comprendre ni rencontrer pareille sollicitation. Dans le bruit que faisait en se balançant les branches verdoyantes, je croyais pouvoir déceler une sorte de haine malfaisante et de triomphe démoniaque. Cela me frappait parfois comme un affreux colloque entre les choses terrifiantes, inconcevables, dissimulées, à moitié derrière les troncs verts, à moitié couverts d'écailles, des arbres cachés à ma vue, mais non à ma conscience. La plus oppressante des sensations était celle d'une sinistre aliénation. Je voyais bien autour de moi des objets dont je pouvais dire le nom. Arbres, herbes, mer, ciel, mais j'avais l'impression que leurs rapports avec moi n'étaient pas les mêmes que ceux que j'avais connus dans une autre vie, et dont je ne me souvenais que confusément. Avec les arbres, l'herbe, la mer et le ciel, je ne pouvais dire en quoi consistait cette différence. Cependant, je frémissais de terreur lorsqu'elle m'apparaissait. Et non, Quizcas. Tu sais que les viewers ont voté pour choisir le livre et Lovecraft est arrivé avec plus de 40% des voix devant les autres. Oh putain. Et alors, en un point où je n'avais tout d'abord discerné rien d'autre que la mer recouverte de brume, je vis la verte prairie. Bien que séparée de moi par une vaste étendue d'eau bleue agitée de vaguelettes ourlées de soleil, elle me paraissait étrangement proche. Je jetais souvent vers les arbres un coup d'œil furtif par-dessus mon épaule droite, mais je préférais regarder la verte prairie, qui me faisait un effet étrange. C'était au moment où mes yeux s'étaient fixés sur cette singulière bande de terrain que j'ai senti pour la première fois le sol bouger sous mes pieds. Cela commença par une sorte de palpitation qui faisait penser à une action consciente et diabolique. Puis, le fragment de berge sur lequel je me trouvais se détacha du rivage gazonné et se mit à s'éloigner. Il devait être entraîné lentement par quelque courant d'une force irrésistible. Je ne bougeais pas, étonné et frappé que j'étais par un phénomène sans précédent. Mais je restais figé jusqu'au moment où un large chenal se fut ouvert entre moi et la terre boisée. Alors je m'assis, plongé dans une sorte d'hébétude, et je regardais à nouveau les rayons frisants du soleil dans l'eau et la verte prairie. Derrière moi, les arbres et les choses qu'il y avait peut-être cachées semblaient dégager une menace sans limite. Cela je le savais sans avoir besoin de me retourner, car plus je m'habituais au décor, moins j'en arrivais à dépendre des 5 sens auxquels je devais jusque-là me fier exclusivement. Je savais que la forêt verte aux écailles me haïssait, et cependant, à présent, je n'étais plus sous sa menace puisque mon fragment de rivage m'entraînait au loin. Mais un péril dissipé, un autre se dressait devant moi. Des morceaux de terrain se détachaient constamment de l'île flottante qui me supportait, si bien que la mort ne pouvait plus, en tout cas, être très éloignée. Même à cet instant, je croyais avoir l'impression que la mort ne serait plus la mort pour moi, car je me retournais de nouveau pour surveiller la verte prairie, envahi par un curieux sentiment de sécurité qui contrastait étrangement avec l'horreur que j'éprouvais en général. C'est alors que j'entendis, à une énorme distance, le bruit d'une chute d'eau. Il ne s'agissait pas d'une cascade banale comme j'en avais connu.
C'était un peu ce qu'on aurait pu entendre dans le lointain pays des Scythes si toute la Méditerranée s'était déversée dans un gouffre insondable. C'était dans la direction de ce bruit que mon île, qui rétrécissait, se dirigeait, et j'en étais satisfait cependant. Loin en arrière se produisaient des choses étranges et terribles, des choses que je me retournais pour voir, mais qui me firent frissonner ensuite. Dans le ciel, des formes sombres et vaporeuses planaient d'une manière fantastique, s'attardant au-dessus des arbres et ayant l'air de relever le défi des branches ondulantes et vertes. Alors, une brume épaisse s'éleva de la mer pour aller rejoindre les formes qui peuplaient le ciel, et le rivage devint invisible pour moi. Bien que le soleil, quel soleil je l'ignorais, ait illuminé brillamment l'eau autour de moi, la terre que j'avais quittée semblait être devenue le théâtre d'une tempête démoniaque où s'affrontait la volonté des arbres infernaux et de ce qu'ils dissimulaient et celle du ciel bleu de la mer. Quand la brume se dissipa, je ne vis plus que le ciel bleu, la mer bleue, car il n'y avait plus ni terre ni arbre. C'est en cet instant que mon attention fut attirée par un chant sur la verte prairie. Jusque-là, comme je l'ai dit, je n'avais rencontré aucun signe de vie humaine. Mais à présent parvenait à mes oreilles un chant mélancolique sur duquel on ne pouvait apparemment pas se tromper. Les paroles étaient complètement impossibles à distinguer, mais ce chant éveilla en moi une suite particulière d'associations. Me revinrent en mémoire des vers vaguement inquiétants que j'avais jadis traduits d'un livre égyptien, et qui, pour leur part, avaient été transcrits d'un papyrus de l'antique Méroé. Des vers que j'aurais peur de répéter, ils traversaient mon cerveau. Des vers parlant de choses de la plus haute antiquité, et de formes de vie datant d'une époque où notre terre était excessivement jeune. Des choses qui pensaient, se déplaçaient, étaient vivantes et que pourtant ni les dieux ni les hommes ne considéraient comme vivantes. C'était un livre étrange. En écoutant, je devenais progressivement conscient d'une circonstance qui ne m'avait jusque-là intrigué que dans mon subconscient. À aucun moment ma vue n'avait distingué d'objet précis dans la verte prairie. Une impression de verdure fraîche et homogène représentait la totalité de ma perception. À présent, cependant, je vis que le courant allait faire passer mon île à une faible distance du rivage, si bien que je pourrais en apprendre davantage sur cette terre et sur le chant qui s'y faisait entendre. La curiosité que j'éprouvais à l'idée d'apercevoir les chanteurs avait atteint un niveau élevé, mais il s'y mêlait quelques appréhensions. Des débris de gazon continuaient à se détacher de la minuscule bande de terrain qui me transportait, mais je ne regrettais pas leur disparition, car je sentais que je ne devais pas mourir avec le corps ou l'apparence de corps que j'avais l'air de posséder, que tout ce qui me concernait, même la vie, même la mort, était pure illusion, que j'étais libéré des liens de la mortalité et de l'entité corporelle pour devenir une chose libre, sans lien avec quoi que ce fût. J'avais de tout cela une quasi-certitude. De l'endroit où je me trouvais, je ne savais rien, sauf l'impression que ce ne pouvait être la planète Terre qui m'avait jadis été si familière. Mes sensations à part, une sorte de terreur hallucinante, c'était celle d'un voyageur embarqué dans un voyage d'exploration sans fin. Pendant un moment, je pensais au pays et aux êtres que j'avais laissés derrière moi, et aux voies étranges par lesquelles je pourrais un jour leur conter mes aventures, même si je ne revenais jamais. J'avais à présent flotté très près de la verte prairie, si bien que les voix étaient claires et distinctes, mais malgré mes connaissances en langue, je n'étais pas en mesure d'interpréter parfaitement les paroles de ces chants. Elles m'étaient, à dire vrai, familières, comme je l'avais vaguement senti quand je me trouvais plus loin, mais en dehors d'une sensation vague et effrayante de déjà entendu, je ne pouvais rien saisir. Une très extraordinaire qualité de voix, que je suis incapable de décrire, m'effraya et me fascina sur le champ.
Mes yeux pouvaient à présent discerner diverses choses au milieu de la verdure envahissante. Des rochers couverts d'une mousse d'un vert vif, des arbustes d'une hauteur considérable et des formes d'une grande taille, moins faciles à définir, qui semblaient se déplacer ou vibrer d'une façon particulière au milieu des bosquets. Le chant, dont j'étais si anxieux d'apercevoir les exécutants, paraissait plus intense aux endroits où ces formes étaient plus nombreuses et plus nettement en mouvement. Alors, tandis que mon île glissait plus près et que le bruit de la lointaine chute d'eau s'amplifiait, je vis clairement l'origine du chant, et l'espace d'un instant horrible, je me rappelai tout. De ces choses, je n'ose pas parler, car elles pourraient se trouver révéler l'abominable solution de tout ce qui m'avait intrigué. Et cette solution vous rendrait fou, comme elle m'a presque rendu fou moi-même. Je sais maintenant quelle transformation j'avais subie, comme l'avaient subi certains autres êtres qui avaient été des hommes, il fut un temps. Et j'ai connu le cycle sans fin du futur, auquel aucun être comme moi ne peut échapper. Je vivrai à jamais, je serai conscient à jamais, bien que mon âme implore les dieux de lui accorder la mort et l'oubli. Tout est devant moi, au-delà du torrent assourdissant s'étend la terre de Stéléos, tous les jeunes hommes sont infiniment vieux, la verte prairie. J'enverrai un message à travers l'abîme horrible et incommensurable. À partir d'ici, le texte devient illisible. Le bruit de souris, oui, ça devrait pouvoir s'arranger avec l'antiparasite, sachant que dans quelques semaines, ça sera tout simplement arrangé, parce que je serai à nouveau toute seule à la maison. Donc ça devrait aller mieux. Toi, tu casses du zombard, moi, je lis des histoires. Ça pourrait être mon slogan, ouais, en top. Et ouais, c'est en français dans le texte qui fait le modo ce soir. Alors, il nous reste... J'ai commencé à 21h, il nous reste une petite demi-heure, je regarde combien de temps. Ouais, on a le temps pour encore une ou deux nouvelles, j'enchaîne. J'ai pris un livre de nouvelles exprès pour que les gens soient pas obligés de suivre d'une séance sur l'autre, comme j'étais pas sûre de pouvoir faire les replays, parce que j'ai pas réussi à les faire pour Pratchett. C'est un échec. Du coup, là, on fait des nouvelles, comme ça je peux arrêter à la fin d'un récit, vous aurez à chaque fois l'ensemble du récit. Par contre, ensuite, on essaiera de faire des textes un peu plus longs, ça sera plus sympa aussi, de toute façon. Ça sera différent. La nouvelle suivante, elle a été mise dans le recueil, mais elle n'est pas directement de Lovecraft. Elle est de Sonia Green. Ça s'appelle Le monstre invisible. Je n'ai jamais entendu une explication satisfaisante, même approximativement, de l'horreur de Martin Beach. Malgré le grand nombre de témoins, il n'y a pas deux récits qui concordent, et les témoignages recueillis par les autorités locales contiennent les contradictions les plus stupéfiantes. Non, c'est du maquillage. C'est du maquillage pour l'occasion. Je me suis fait un petit maquillage Lovecraft. Cette impression nébuleuse est peut-être naturelle si l'on tient compte du caractère sans précédent de l'horreur elle-même, de la terreur presque paralysante qui s'est emparée de tous ceux qui l'ont vue, des efforts déployés par l'élégante auberge Wavecrest pour faire taire la publicité résultant de l'article du professeur Alton. Les pouvoirs hypnotiques sont-ils limités à ce qui est reconnu comme humain? Malgré tous ces obstacles, je m'efforce de présenter ici une version cohérente, car j'ai assisté à cet événement affreux et je crois qu'il faut le connaître en raison des possibilités inquiétantes qu'il suggère. Martin Beach est plus connu comme station balnéaire, mais je frissonne en y pensant. À vrai dire, je ne peux plus à présent regarder l'océan sans frissonner. Le destin n'est pas toujours dépourvu d'un sens du drame et de la gradation des effets, car le terrible événement du 8 août 1922 a suivi de peu une période d'excitation réduite et agréablement riche en miracles. À Martin Beach, le 17 mai, l'équipage du bateau de pêche Alma de Gloucester, sous les ordres du capitaine James P. Horn, tuait, après une lutte de près de 40 heures, un monstre marin dont la taille et l'aspect ont provoqué la plus grande émotion dans les milieux scientifiques,
et ont conduit certains spécialistes de Boston à prendre toutes les dispositions en vue pour sa naturalisation. L'objet avait quelques 15 mètres de long. Il était d'une forme approximativement cylindrique et son diamètre était d'environ 3 mètres. Il n'y avait pas moyen de se tromper. Ses caractères essentiels le désignaient comme un poisson à branchies, mais avec certaines variantes curieuses, telles que la présence de pattes de devant rudimentaires et de pieds à 6 doigts à la place des nageoires pectorales, qui provoquaient des spéculations les plus étendues. Son extraordinaire gueule, sa peau épaisse couverte d'écailles, son œil unique, profondément enfoncé, étaient des merveilles à peine moins remarquables que ses dimensions colossales. Merci pour le follow. Et quand les naturalistes déclarèrent qu'il s'agissait d'un organisme infantile qui ne pouvait pas être vieux de plus de quelques jours, l'intérêt du public atteignit un niveau extraordinaire. Le capitaine Horn, avec un sens des affaires bien yankee, se procura un bateau dont la coque était assez grande pour contenir l'objet et organisa l'expédition de sa prise. Grâce à un judicieux travail de menuiserie, il monta en fait un excellent musée maritime. Il cingla vers le sud en direction du riche district de la villégiature de Martin Beach, jeta l'ancre devant l'embarcadère de l'hôtel et fit une abondante moisson de droits d'entrée. Le merveilleux intrinsèque de la chose, l'importance qu'elle revêtait dans l'esprit de nombreux savants visiteurs, venant de loin comme de près, se combinèrent pour en faire la sensation de la saison. On comprenait bien qu'il était absolument unique à un degré scientifiquement révolutionnaire. Les naturalistes avaient clairement montré qu'il différait radicalement du poisson immense, de proportions similaires, capturé au large de la côte de Floride. Bien qu'étant l'hôte de profondeurs presque incroyables, peut-être des milliers de pieds, son cerveau et ses principaux organes indiquaient un développement étonnamment vaste et hors de proportion avec tout ce qui se rattache à la jante poisson. Le 20 juillet, au matin, l'émotion fut portée à son comble par la suite du naufrage d'un vaisseau et de son étrange trésor. Pendant la tempête de la nuit précédente, il avait rompu les amarres et disparu à jamais de la vue des hommes, emportant le gardien qui avait couché à bord en dépit du temps menaçant. Le capitaine Horn, soutenu par d'importants intérêts d'ordre scientifique et aidé par de nombreux bateaux de pêche de Gloucester, entreprit une croisière de recherche approfondie et exhaustive, sans autre résultat que d'alimenter l'intérêt et les conversations. Le 7 août, tout espoir était abandonné. Le capitaine Horn était revenu à Wavecrest Inn pour remettre en train ses affaires à Martin Beach et conférer avec certains scientifiques qui étaient restés là. L'horrible chose se produisit le 8 août. On était au crépuscule. Les oiseaux de mer, gris, planaient à proximité du rivage. La lune qui se levait commençait à tracer un chemin étincelant à travers les eaux. Il est important de se rappeler le décor, car la moindre impression a son importance. Sur la plage, il y avait pas mal de promeneurs et quelques baigneurs attardés. Des flâneurs venus d'une colonie de vacances installée dans de petites maisons modestes sur une colline verdoyante, assez loin vers le nord, ou de l'auberge adjacente, perchée sur la falaise, dont les tours imposantes proclamaient l'allégeance à la richesse et à la grandeur. À une distance d'où l'on pouvait encore bien voir qu'il y avait un autre groupe de spectateurs, les clients installés dans la véranda de l'auberge, au plafond élevé, éclairé par des lanternes, et qui semblaient apprécier la musique de danse venant de la somptueuse salle de bal de l'intérieur. Ces spectateurs, au nombre desquels se trouvait le capitaine Horn et les confrères de son groupe scientifique, rejoignirent le groupe de la plage avant que l'horreur n'aille très loin. De même que beaucoup de clients de l'auberge. Il ne manquait certes pas de témoins, si confuses qu'aient pu être leurs histoires, par peur et faute d'être sûr d'avoir bien vu. On n'a pas de témoignage exact sur l'heure à laquelle la chose débuta, bien que la majorité des gens aient déclaré que la lune, bien ronde, était à environ 1 pied, des vapeurs qui flottaient en bas au-dessus de l'horizon. Ils parlèrent de la lune parce que ce qu'ils ont vu semble avoir avec elle un rapport subtil.
une sorte de ride sur l'eau furtive, décidée, menaçante, qui roulait en partant de l'horizon et en suivant le chemin brillant de rayons lunaires réfléchis, et qui paraissait cependant s'effacer avant d'atteindre le rivage. Beaucoup de gens ne remarquèrent cette ride qu'à la réflexion, par suite des événements ultérieurs, mais elle semble avoir été très marquée, différente par la hauteur et sa façon de se mouvoir des vagues normales qui l'entouraient. Certains la qualifiaient de rusée et réfléchie. Au moment où elle venait mourir discrètement au loin près des récifs noirs, un cri de mort surgit de l'océan, coupé de striures lumineuses, un hurlement d'angoisse et de désespoir qui provoquait la pitié tout en ayant l'air de la moquer. Les premiers à répondre à ce cri, ce furent 2 sauveteurs de service, de solides gaillards en costume de bain blanc avec leurs fonctions indiquées en lettres rouges sur leur poitrine. Habitués pourtant au sauvetage et aux cris des gens qui se noient, ils ne purent rien reconnaître de familier dans ce hurlement lugubre. Cependant, leur sens du devoir leur fit négliger l'étrangeté du cri, et ils procédèrent comme ils en avaient l'habitude. Ils se hâtèrent de s'emparer d'un matelas pneumatique qu'ils avaient en permanence sous la main, avec le rouleau de corde qui s'y trouvait fixé. L'un d'eux suivit en courant rapidement le rivage jusqu'à l'endroit où s'amassait la foule. De là, après l'avoir fait tournoyer pour prendre de l'élan, il lança le disque creux au loin, dans la direction d'où le bruit était venu. Le coussin disparut dans les vagues, et la foule attendait, avec curiosité, de voir le malheureux qui se trouvait exposé à un si grand danger, impatiente de voir le sauvetage s'effectuer grâce à cette grosse corde. Mais ce sauvetage ne tarda pas à se révéler comme une affaire peu rapide et peu facile. En tirant de toute leur force sur la corde, les 2 gardiens musclés ne pouvaient bouger l'objet qui se trouvait à l'autre bout. Au contraire, ils s'aperçurent que l'objet en question tirait dans la direction exactement opposée, avec une force égale et même supérieure à la leur. Bonne nuit, G4. En quelques secondes, ils furent terrassés et entraînés dans l'eau par l'étrange force qui s'était emparée de la corde de sauvetage. L'un d'eux, en reprenant ses esprits, appela immédiatement au secours des gens faisant partie de la foule amassée sur le rivage, en leur lançant le reste de la corde, et en un mouvement, les gardes étaient secondés par tous les hommes les plus robustes, parmi lesquels, au premier rang, se trouvait le capitaine Horn. Plus d'une douzaine d'hommes vigoureux étaient à présent en train de haler l'énorme corde, et cependant sans aucun résultat. Plus fort ils tiraient, plus fort tirait l'autre extrémité de cette chose étrange, et, comme ils ne laissaient faiblir leur traction ni d'un côté ni de l'autre, la corde prit la rigidité de l'acier sous cet effort énorme. Ceux qui participaient à ce véritable combat, aussi bien que les spectateurs, étaient en cet instant rongés de curiosité. Quelle était cette force qui se dissimulait dans la mer? L'idée d'un homme en train de se noyer avait été depuis longtemps écartée. On parlait à présent de baleines, de sous-marins, de monstres et de démons. L'humanité avait d'abord conduit les sauveteurs, l'attrait du merveilleux les maintenait à leur tâche, et ils halaient avec une détermination farouche pour éclaircir le mystère. On arriva finalement à cette conclusion. Le matelas pneumatique avait dû être avalé par une baleine. Le capitaine Horn, en sa qualité de chef tout désigné, cria à ceux qui se trouvaient sur la plage qu'il fallait aller chercher un bateau pour s'approcher du Léviathan invisible, le harponner et l'amener à terre. Plusieurs hommes se préparèrent aussitôt à partir à la recherche de l'embarcation, tandis que les autres venaient remplacer le capitaine à la corde, puisque sa place logique était avec l'équipage, quel qu'il fût, qu'on allait constituer pour embarquer à bord de ce bateau. Sa propre idée sur la situation était très large, et n'était en aucune façon limitée aux baleines, puisqu'il avait affaire à un monstre tellement plus étrange. Il se demanda ce qu'auraient pu être les comportements et les possibilités d'un adulte appartenant à l'espèce dont ils avaient vu un représentant de 15 mètres de long, qui, on le comprenait à présent, n'était en fait qu'un jeune. Alors se produisit, avec une terrifiante soudaineté, un fait crucial qui changea complètement le tableau. De l'étonnement, on passa à l'horreur. Travailleurs et spectateurs en furent paralysés de terreur,
En se retournant pour laisser sa place à la corde, le capitaine Horn s'aperçut que ses mains étaient maintenues en place par une force incompréhensible. En un instant, il se rendit compte qu'il lui était impossible de lâcher le câble. On comprit immédiatement ses ennuis, et chacun de ses compagnons vérifia sa propre situation. Même résultat. Le fait était indéniable. Tous les sauveteurs étaient liés par une force mystérieuse au câble qui, lentement, affreusement, sans répit, les halait jusqu'à la mer. Ce fut une horreur, laissant chacun sans voix. Les spectateurs eux-mêmes étaient pétrifiés, incapables de bouger, livrés à une complète incohérence dans leurs idées. Leur état de totale démoralisation se reflète dans les divergences de leurs récits, dans les excuses embarrassées qu'ils donnèrent pour expliquer une inertie qu'on aurait pu imputer à de l'indifférence. J'étais une ombre, je suis au courant. Après quelques cris affolés et de vains gémissements, les sauveteurs succombèrent eux-mêmes à cette influence paralysante et, en face de ces forces inconnues, gardèrent le silence et se réfugièrent dans le fatalisme. Ils étaient là, dans le clair de lune, blêmes, tirant en aveugle, résistant à un destin fantomatique, se balançant avec monotonie en avant et en arrière à mesure que l'eau montait, tout d'abord jusqu'à leurs genoux, à leurs hanches ensuite. La lune était en partie cachée par un nuage. Dans la pénombre, cette rangée d'hommes animés d'un balancement ressemblait à quelques sinistres mille-pattes géants se débattant dans l'étreinte d'une mort sournoise. Le câble était de plus en plus tendu, à mesure qu'augmentait l'effort de traction exercé aux deux extrémités. Les grèves étaient bouleversées par les vagues, se soulevant sans que rien ne les arrête. La marée avançait lentement, jusqu'à ce que le sable, qui, tout récemment encore, était le domaine d'enfants rieurs et d'amoureux se parlant à l'oreille, soit englouti sous le flux inexorable. La foule des spectateurs, pris de panique, recula à l'aveuglette quand l'eau commença à lui submerger les pieds. La ligne terrifiante des sauveteurs se balançait horriblement en essayant d'avancer. Ils se trouvaient à présent à une bonne distance des spectateurs. Le silence était complet. Il reste 2 pages pour ceux qui tiennent le coup là. La foule avait gagné un refuge hors de l'atteinte de la marée. Elle regardait, muette et fascinée, sans proférer la moindre parole, conseil ou encouragement, sans tenter d'apporter la moindre assistance. Il y avait dans l'air la terreur de fléaux menaçants, tels que le monde n'en avait jamais connu jusque-là, et qui atteignaient au cauchemar. Les minutes s'étiraient en heures, le serpent de torses humains oscillants s'apercevait encore au-dessus des flots qui montaient rapidement. Il ondulait, suivant un rythme, lentement, affreusement marqué par le destin. Des nuages plus épais passaient à présent devant la lune ascendante, et le chemin lumineux tracé sur les flots s'était presque effacé. La ligne serpentine de tête se tordait dans la pénombre. De temps à autre, on voyait luire faiblement le visage livide d'une victime qui se retournait. Les nuages pâles s'amoncelaient de plus en plus vite dans le ciel noir, jusqu'à ce que, finalement, de leurs bords furieux émergent des langues acérées de feu galvanique. Il y eut des roulements de tonnerre, d'abord faibles, puis, ne tardant pas à s'amplifier, jusqu'à atteindre une intensité assourdissante, affolante. Le point culminant atteint, il y eut une explosion qui, en se répercutant, secoua la mer et la terre. Aussitôt après, un nuage creva avec violence, inondant le monde obscurci, comme si les cieux s'étaient entr'ouverts pour livrer passage à des cataractes vengeresses. En l'absence de pensée consciente et cohérente, les spectateurs agirent instinctivement. Ils opérèrent leur retraite, en gravissant les marches taillées dans la falaise et menant à la véranda de l'hôtel. Des rumeurs étaient parvenues aux oreilles des clients restés à l'intérieur, si bien que les réfugiés trouvèrent un état de panique presque égal au leur. Je crois que quelques paroles terrifiées furent prononcées, mais je ne puis en être sûr. Parmi les résidents de l'hôtel, il y eut un petit nombre pour regagner leurs chambres. Les autres restèrent pour assister à l'immersion rapide des victimes, tandis que la rangée de têtes ballottées par les vagues qui progressaient apparaissait encore à la lueur capricieuse des éclairs.
Je pense encore à ces têtes, et à leurs yeux exorbités. Des yeux qui pouvaient bien refléter toute la terreur, la panique, le délire d'un univers malfaisant, toute la tristesse, le péché, le malheur, les espérances anéanties et les désirs inassouvis, l'affreuse peur et l'angoisse, brûlant du feu éternel des enfers dans la douleur et le supplice de l'âme. Tandis que je regardais au-delà de ces têtes, je m'imaginais que je voyais encore un œil unique, également flamboyant, mais exprimant une intention si révoltante pour mon esprit que la vision s'effaça bientôt. Immobilisée dans les griffes d'un démon inconnu, la file des damnés était entraînée. Leurs cris silencieux étouffés, leurs prières non formulées n'étaient connues que des démons et des vagues noires et du vent de la nuit. Du ciel en furie, surgit soudain un cataclysme démentiel dans un vacarme satanique, tel que le coup de tonnerre précédent paraissait dérisoire en comparaison. La voix du ciel retentit au milieu du feu tombant des nues et répandant une lumière aveuglante. Elle lançait tous les blasphèmes de l'enfer, et l'agonie commune à toutes les âmes perdues se fondait en un seul grondement apocalyptique, d'un tumulte cyclopéen assez violent pour déchirer la planète. C'était la fin de la tempête, car la pluie cessa, avec une soudaineté insolite. Et, bientôt, la lune promenait à nouveau ses rayons blafards sur une mer étrangement apaisée. Il n'y avait plus à présent de têtes dansantes sur l'eau. La mer était calme et déserte, brisée seulement au loin par les vaguelettes mourantes de ce qui ressemblait à un remous, dans le chenal éclairé par la lune, d'où ce cri étrange était sorti pour la première fois. Mais, tandis que je suivais du regard, avec une imagination enfiévrée et des sens surmenés, cette bande traîtresse, miroitant d'un reflet argenté, surgit des insondables abysses, vinrent frapper mes oreilles les vagues et sinistres échos d'un éclat de rire. Bah t'arrives à la toute fin, Antoine. T'arrives à la toute fin parce qu'il reste 10 minutes là sur le temps de lecture que je m'étais accordé et on n'aura pas le temps de lire une autre nouvelle. Donc là on s'est fait 3 nouvelles, on a vu Le Monstre Invisible, La Verte Prairie et En rampant dans le chaos. Donc Le Monstre Invisible, l'histoire de quelque chose dans l'eau qui a tracté toute une bande d'hommes qui n'arrivaient pas à se défaire d'une corde à laquelle ils étaient en train de tirer, sur laquelle ils étaient en train de tirer. La Verte Prairie qui relate le récit arrivé de l'espace, semble-t-il, de quelqu'un qui a déboulé sur une planète et dans un monde qu'il ne connaît pas. Et puis En rampant dans le chaos qui reprend ce qui se passe quand on consomme de l'opium. C'est sûr, vas-y. Voilà. Clap, clap, clap sur ce que j'ai entendu. C'est gentil, Antoine. De toute façon, la suite, ça sera demain 19h30 parce que je stream normalement plus tôt que ça pour la lecture. Je commence à 19h30 pour finir à 21h. Donc demain 19h30 pour ceux qui veulent d'autres nouvelles de Lovecraft. Donc comme je disais en début de stream, on fait des nouvelles. Ça permet de pas avoir besoin d'être présent absolument d'un stream sur l'autre. Comme ça, vous pouvez arriver en cours de route et suivre. Bonsoir dans le chat, salut Mars, salut aux arrivants, hein. Il y a beaucoup de monde là ce soir sur le chat, on est 30, ça fait plaisir, comme quoi la lecture, je pense que c'est quelque chose qui est riche, Qu'est-ce que je pique contre une mulu? Donc voilà, donc je vous dis à demain pour la lecture, moi je vais sûrement passer sur Rimworld, donc je sais pas si ça intéresse les mêmes personnes, enfin si vous voulez rester avec moi sur Rimworld, ça sera avec plaisir. Que ça. Ah non, c'est pas du tout c'est pas mon métier, genre. Génial ce genre de choses, autre que des jeux violents. Oui. Après les jeux violents, voilà, si c'est ton trip quoi, mais c'est bien qu'il y ait. Hein? Je pense que la pluralité c'est pas mal, ouais. Nami? Ouais, je t'enlève l'épée, Sona? Anto. Merci beaucoup, t'as fait du super boulot. J'ai pas vu trop de débordements de toute façon, hein, donc je suis pas inquiète. Les gens sont civilisés dans l'ensemble. Je préfère plus Sona que Nami, quoi.
Bonsoir, bonsoir à ceux qui disent bonsoir maintenant. Je sais où se réfugie Anto sur son soir de pause. Ouais, je suis là certains lundis. Ceci dit, pour l'instant, je stream quand j'ai le courage, hein. J'ai pas encore de planning très défini sur une semaine. Donc demain, je serai là à 19h30 avec un tatouage un peu plus. Là, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, j'espère. Enfin, maquillage plutôt un peu plus fini. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais toujours dans le thème Cthulhu et Lovecraft. Mais si les gens sont civilisés en taux, l'important c'est d'y croire. Franchement, là je pense qu'on a une bonne compo. Je mets mon ult, Malphite le Bah, le tout c'est qu'il y en ait pour tous les goûts, Lolilol, c'est exactement ça. La lecture est terminée des 2M5, oui, à l'instant, pour ce soir. On reprend, je vais tout de suite mettre la note d'ailleurs dans les infos du panneau, là. Je vais tout de suite signaler. La suite, ça se passe... Donc mardi 19h30, voilà. Donc pour ce qui est de Sax qui parle à côté, écoutez, à part faire une pétition pour lui dire de se taire pendant que je lis, ça va être compliqué parce que lui il fait ses jeux aussi de son côté et on est juste à côté l'un de l'autre. Faudra juste régler la sensibilité de ton micro, je pense qu'il est trop sensible, c'est pour ça qu'on... Oui, je pense aussi, je pense que le micro est trop sensible. Donc on va tester ça, on fera des tests de sensibilité du micro, un de ces quatre. Je parle, regarde, ça monte très haut. Oui, les gens ils entendent ce que tu dis. Oui, bah je sais qu'ils m'entendent et je me tairai jamais. Voilà, la lecture est finie. On va finir en fait Lovecraft, ça là, parce qu'on a commencé, donc on en est ici. Donc on a déjà fait un tiers du bouquin quasiment. Et puis on refera un stropole, un quart plutôt, je devrais dire, un quart du bouquin. Puis on refera un stropole entre les thèmes qui n'ont pas été sélectionnés pour choisir le bouquin d'après. Donc il reste sur le stropole, il reste, je pense, le fantastique humour, sachant on sort du Terry Pratchett, donc peut-être que je le remettrai pas tout de suite. On pourrait faire des contes, j'avais proposé aussi. Et puis voilà. Des contes, la fantasy. Et ah oui, et les romans de KPDP aussi, qui était une proposition qui pourrait vous brancher. Faut que j'y mette du Chatterton quand je lis. Non, ça va pas être possible ça. Ça va pas être possible. Mais après, rien n'empêche de toute façon que... Attendez, j'ai une petite galère là. J'arrive pas à... Voilà. Rien n'empêche de toute façon dans quelques semaines... Dans quelques semaines, ça sera réglé puisque Sax retourne chez lui, je pense. Donc, je serai toute seule le soir. Je resterai. Donc voilà. Barjavel, j'ai pas vu le message. Barjavel, c'est un auteur, je suppose? C'est une proposition? H.G. Wells, ok. Bah déjà, on va revenir sur les thèmes qui avaient été proposés la dernière fois et qui n'ont pas été sélectionnés cette fois-ci, mais qui ont quand même eu des votes. En fait, je vais relancer le stropole avec ces thèmes-là, plus un ou deux, je pense. Voilà. L'idée, c'est de proposer des genres différents, puis après, moi, je choisis un livre qui me plaît dans ces genres-là, qui se prête aussi à la lecture par épisode comme ça, donc voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait plein de streamers cool qui étaient là ce soir ou qui m'avaient host, donc c'est très sympa de votre part parce que j'en profite pour vous faire un peu de pub quand même, c'est normal. Mais Gros Pseudo était là ce soir, en français dans le texte était là ce soir. Il y a peut-être d'autres streamers très cool, mais je suis pas encore allée sur vos chaînes. Anto était là ce soir aussi. Et tout ça, c'est des gens très cool, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur chaîne aussi, si vous venez pas déjà de là-bas. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, parce que moi, je suis pas trop un poids du stream, donc c'est plutôt eux qui me filent un coup de main là en faisant ma pub, mais en me faisant l'honneur de me host. Merci les garçons, c'est super cool. Mais Gros Pseudo, il fait aussi des choses très originales sur son stream. N'hésitez pas à passer le voir. Anto et en français dans le texte, ils entretiennent une super ambiance sur le stream. Voilà, c'est toute une communauté de streamers super cool, quoi. La nuit des temps de Barjavel. C'est quoi comme style? De la SF soft, ultra imagée. Ok. Bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Là on était sur la fantasy SF humoristique ou fantasy tout court. Après il faut pas que ça soit non plus des
Et Barjavel, c'est de la bombe, tu vas kiffer. Ok, d'accord, ça roule. Bah écoute, avec plaisir. Après, il faut pas non Non, plus que ça mais... soit des Ah séries oui, de bouquins. Pour oh. l'instant, je veux vraiment essayer de me limiter soit à des choses qui sont sous forme de nouvelles, soit à Non, des mais plus textes courts sérieux, pour que quoi. les gens arrivent à suivre en fait, Bon, même ouais. s'ils Bon, ratent par une contre... soirée lecture, quoi. Ah, les gars, ils Mais m'ont après, dépop. avec plaisir, quoi. Je suis C'est con, clair j'oublie que... que c'est pas les mêmes Bon, le masters but pour... aussi, c'est de faire pour les découvrir des BD. nouvelles choses, Faut donc que j'aime plus les FAQ. si Pardon. possible des choses qui sont C'est pas neuf. trop connues, ou des... en tout cas des tomes de tel ou tel Ah, ça me artiste qui saoule sont quand je pas fais trop de la merde connus, comme ça. donc... Faut plus que tu joues Rumble, hein. Le premier live que t'as regardé, c'était ta première lecture. C'est possible, j'ai dit oui, c'est possible. C'était Terry Pratchett. Le tout premier live, c'était Terry Pratchett, les nouvelles de Terry Pratchett. Après, on a lu Le Dernier Héros Je suis en... tellement bien agressé qu'ils m'ont complètement dépop. Le Dernier Héros en livre illustré. Putain, je suis Et puis défoncé. là, on est sur du Lovecraft. Donc on est sur mon troisième livre. Puis je prends une masse retard sur XP. Oh là 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 là. En plus, Oh il la joue à des mélancolie. jeux violents. Lol, Anto. Anto et Anto sont les meilleurs. Ouais, c'est clair. C'est clair. Suite de livres à te conseiller, Asmos d'Aragon, du fantastique assez cool. Ok. Entre nous, je suis meilleur qu'Anto. N'hésitez pas à m'envoyer en MP sur Twitch vos propositions de livres aussi, parce que là, j'ai pas pris de notes ce soir, vu que je voudrais lancer Rimworld pas trop tard pour pouvoir en profiter un peu. Je pense que je vais jouer jusqu'à 23h30 minuit grand max. Donc je vais pas trop noter les bouquins que vous me proposez. Je vais plutôt lancer Rimworld et continuer à papoter avec vous. Mais clairement, envoyez-moi des MP sur Twitch ou sur Twitter, maintenant que j'ai un Twitter, grâce à En français dans le texte. Merci du follow, Ospeli. Donc maintenant que j'ai un Twitter, vous pouvez me contacter via Twitter pour m'envoyer vos propositions de livres. Et puis comme ça me permet aussi de tout centraliser. Et merci Eli Lola Tops pour le follow, c'est cool. C'est gentil. Tu feras du Théodore Sturgeon parce qu'il est sur Oh la putain. liste. Théodore Sturgeon, c'était une Sérieux. des propositions dans le même style que Lovecraft. J'ai préféré prendre Lovecraft parce que c'était celui que je connaissais le mieux en fait. Mais, euh, mais voilà, on y reviendra peut-être. On y reviendra peut-être. Pour l'instant, je voudrais essayer de proposer les thèmes pour lesquels il y a eu des votes mais qui n'ont pas été sélectionnés pour pas que les gens soient trop déçus. Donc on va faire un petit roulement dans les genres littéraires aussi. Donc là, on est sur du fantastique horreur pour la semaine, je pense. Et puis la semaine prochaine, on verra pour proposer autre chose. À bientôt, Termine Power. Merci, j'espère que ça t'a plu, que tu passes une bonne soirée. En français, dans le texte, à inventer Twitch. En tout cas, réinventer la façon de streamer, c'est peut-être bien possible, ça, Anto. Alors, Rimworld. Moi, je vais lancer sur Rimworld. Hein. Je démarre là sans transition. Si je veux me coucher pas trop tard et jouer un petit peu. Parce que j'étais en pleine catastrophe avec une navette spatiale qui est tombée sur ma base. Enfin bref, c'est la cata. Je vous en parle pas plus que ça, mais c'est la cata. Donc il faut absolument faire quelque chose. C'est cool. Ma veine a pu prendre un kill. Bon, faudrait que je retrouve le jeu déjà. Ah oui, lève là. Ouais, ça roule, Anto. Comment ça? Je n'ai pas l'exclusivité de ton temps quand tu es en pause? Salut du temps. Je vais mettre à jour l'info d'ailleurs. On repasse sur Rimworld. Hop là. C'est une mini-session, hein. On est parti pour une petite heure à peine. La tournée des rades le lundi. Tu t'assures que tout le monde est là, en bonne santé et tout. Alors, j'ai la capture du jeu en fond. On va juste réduire ma gueule. Surtout que maintenant, ça n'a plus aucun sens le fait que je sois tatouée. Hop, on va me mettre en petit. Voilà, hop là. Voilà, c'est bon. Et on retire l'image. Ok, on est reparti. Je remets le son du jeu tant qu'à faire. Putain.
Putain, fais chier quoi, je vais voir, c'est tout ce que je veux faire quoi. Tac, tac, tac. Et putain de culé. Se taper des lives sur le... Ah putain, ça va pas être ma game, Ok, je sens. alors, Rimworld. Juste Qu'est-ce que toi. t'as à me dire? Charger. Les gâteaux là, dépêche-toi, regarde. On va charger celle-ci normalement. Merci du follow. C'est Anto. Merci Anto pour le follow. Ah putain encore. Et merci du host aussi, je vois ça. Merci du host Anto, c'est cool. Encore une fois, ça va être une petite heure à peine hein, pour Rimworld. C'est autre chose. Tu m'as pas vu stream Bon, GTA, c'est pour ça que tu ris sur les streams de Blizzard. Bon alors, est-ce que ça va marcher par contre? Parce que comme le jeu est encore en bêta, il y a encore quelques bugs par moment. Mais le jeu a tendance à juste mettre très longtemps à se lancer. Voilà. Oula, oula, oula. Ok. D'accord, c'est pas grave. Alors voilà, j'ai ce truc là qui est équipé d'un minigun dégueulasse qui me fait genre super mal. Donc moi ce que j'avais fait c'est que j'ai monté une mitraillette quelque part, mais à chaque fois que j'y vais je me fais marave, méchamment. Attendez, on va charger encore l'autosave d'avant. Voilà. Hier j'ai eu un accident. Bah écoute Marshmallow, retourne-toi. Ouais, repose-toi bien, c'est le principal. Oh là là, la cata du jeu là, ça marche pas. Plus souvent sur Twitter. Ouais, bah faut que je prenne le réflexe en fait. Hein. J'ai vu que tu m'avais fait ma pub là, j'ai vu que t'avais posté un petit message comme quoi j'étais en train de stream. Il faut vraiment que je pense à m'en servir en fait, parce que ça a l'air d'être vraiment un super outil, mais pas foutu de le faire marcher. Bon, j'ai fait planter le jeu. Je crois que le jeu aime pas quand on essaie de se donner une chance. Je recommence. En fait, je vais mettre une demi-heure à essayer de lancer le jeu. Résultat, j'aurais plus envie de jouer après. Charger. Donc on a dit on essaye. 3, 2, ouais, on va essayer celle-ci. 5,57. Je pense que ça doit être juste avant l'arrivée du... Ou juste après l'arrivée de la... Et il me casse les couilles un peu. Super maquillage. Salut Velox. Ouais, bah c'était le maquillage pour la lecture... Lovecraft, donc t'as tout loupé, Velox. Je pensais que tu livais KSP. Si, c'est ça en fait. C'est ça, c'est ça. La vie de la communauté hors du stream, c'est sur Twitter, ouais, c'est clair. Bon, après, moi, je vous avoue que ma vie de communauté hors du stream, c'est beaucoup de sommeil et non, pas des masses de Twitter. Bon, alors. Oh, sérieux? On a là un centipède. Alors, attendez, c'est toujours pas ce que je veux. Je vais essayer de recharger encore un peu plus tôt. Parce que je voudrais vous montrer comment il est apparu là, le centipède. Histoire que, quand même, ça soit intéressant à regarder le Rimworld. Parce que là, on discute, on débrief et tout, mais... Oh merde, si j'ai pas fait planter le jeu encore. Le centipède est apparu, en fait c'était une enveloppe rouge hein, qui m'a pop à la figure pour m'annoncer que un drone s'était échoué sur la planète. Et c'est un drone psychique en fait. Du coup, je suis obligée d'aller taper dessus parce que il est mauvais pour la santé mentale de mes colons. Et ce qui est mauvais pour la santé mentale de mes colons, c'est que ça le... Ah là là. Je vais pas réussir à charger. Ah, ça veut pas marcher. Allez, Rimworld. Ouais, parfait. Voilà. Donc c'est ça. Le drone est arrivé ici en fait. Et alors quand j'ai tapé dessus, il y a un centipède qui est sorti. Armé d'un minigun, genre de mitraillette ultra violente. Donc, ce qui veut dire que il faut être préparé pour aller taper dessus. Donc d'abord, avant de taper dessus et de faire pop la bestiole, on va se faire des petits murs de sable, une mitraillette, des choses comme ça, vous voyez. Je me sens un peu plus... On va se préparer quoi. On va se préparer. Alors, du coup c'est dans la sécurité, des bancs de sable. On va faire ça comme ça. Genre, voilà.
Hop. Donc les bancs de sable, ça sert à rien de les mettre en... Hop. Les bancs de sable, ça sert à rien de leur donner une épaisseur de 3 parce que tout simplement, vous pourrez pas les réparer en fait s'ils ont une épaisseur de 3. Donc on va faire comme ça. Pour faire des bancs de sable, il me faut du métal, mais ça je pense que j'ai ce qu'il faut. Ensuite dans sécurité, j'ai accès à une mitraillette. Alors la mitraillette, il faut la mettre devant les bancs de sable, tout simplement parce que elle sert à rien si vous la mettez derrière, puisque les balles de vos mitraillettes peuvent être amorties par les bancs de sable, comme les balles ennemies en fait. La qualité c'est 10 fois mieux. Ah ok, bon bah super, merci, merci en français, c'est vraiment merci, grâce à toi les gens profitent d'une meilleure image quand même. Alors on a un vaisseau militaire qui est de passage, on va en profiter peut-être pour aller le... Est-ce que je peux en voir? Non, il y a un grossiste, il n'y a pas de vaisseau militaire, il a dû sortir. Est-ce que j'ai des choses à vendre? Non, pas grand chose, donc ça sert à rien. J'ai des médocs, c'est bien. On va ramener les médocs par ici, ça me paraît pas idiot. Donc, comme ça. Produits manufacturés. Médecine, ouais, c'est ça. Et stockage en priorité critique. Voilà, donc ils vont me construire tout ça, ils vont me construire les deux mitraillettes. Il faut qu'on fasse un peu un rapport électrique, il faut qu'on relie tout ça. Pourquoi il y a de l'électricité ici? Je sais plus. Ah si, c'est parce qu'à un moment donné j'avais mis un climatiseur là, je pense. Ok, on est parti. Merci pour le follow. Bye Malax, à plus. Ah non, c'est bye en français. Gardez la pêche, ouais, t'inquiète. Et puis garde la pêche toi, bon stream demain, parce que je pense qu'on se reverra pas avant demain, à moins que je me connecte chez toi pour dodo ce soir, on verra. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai cru que t'avais pleuré. Ah non, je pleure pas moi. Surtout pas sur un stream, ça serait trop triste. Bon ça y est, ils sont au boulot les mecs. Lui il est en bonne tenue. Il faut que je vérifie leur morale parce que ça va descendre à toute mi... Oh putain ils ont froid. Ils ont froid. J'ai oublié de leur faire des vestes en fait, ça craint. Établi de tissage qui n'a pas été terminé. Là il faut que je fasse gaffe en fait, ouais, parce qu'il fait super froid dehors. Et j'ai pas fait de radiateur dedans non plus. J'ai oublié complètement de m'occuper de ça. Hop. Parce que là il y avait d'autres problèmes plus graves on va dire. Ah mais ils viennent pas? Oh là là. Putain, Malfit. Alors lui il va se les peler quoi. Parce que dehors il fait 8 degrés. Et il est en t-shirt. À l'aise. À l'aise je te le dis. On va aller un peu plus vite pour voir. S'il avait décalé le Malfit, tu vois, on aurait fait un quadru là. Tu vois. Mais pourquoi personne s'occupe de ça? C'était easy quoi. Bon, ils sont en train de faire la défense, c'est bien. Parce qu'à la limite, je pourrais attendre l'été pour aller taper là-dessus, mais j'ai peur qu'entre temps ça fasse vraiment trop mal à la santé mentale de tout mon petit monde quoi. Par contre, il y a ma minette qui met des radiateurs partout pendant ce temps-là, ça c'est cool. Tchuss Marshmallow, à plus. Ok, bon. Humeur, ça a l'air d'aller. Drone psychique, ça va encore. Voilà, parce qu'en fait, je m'étais ruée dessus sans trop préparer mon coup. Donc maintenant, je reprépare mon coup beaucoup mieux. Ça va se passer beaucoup mieux. Par contre, il faut vraiment que quelqu'un s'occupe de me faire mon établi, là. Ah, voilà. Priorise l'établi, s'il te plaît.
Parce qu'il va falloir faire des vestes là. Ça va commencer à être urgent. Il reste à manger? Ouais. Cumulard il va cuisiner pendant 2 jours. Ok, il y a Michael qui s'en occupe. Un groupe de voyageurs passe dans les environs, parfait. On va peut-être en profiter que les voyageurs sont dans le coin. Pour aller taper les bestioles, non? Ils sont où? Vous êtes où les copains? Ah, pas du tout là, d'accord, ok, c'est pas grave. Non, on va attendre que les mitraillettes soient construites, on va faire les choses bien. Il reste les 2 mitraillettes à construire. On va cool, commander ici. L'autre il a claqué son ult sur moi là, le Foguet. Hop. Parfait. Hop 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 hop, on va en profiter maintenant, ils sont là. Oh, tiens. Top top top, ça m'a pas sorti la même bestiole. Oh, majeure elle est invalide. Amener majeur jusqu'aux caissons d'hypersonnel. J'ai pas de caissons d'hypersonnel. Secourir majeur. Hop hop hop, vite vite vite. Allez allez, tu l'emmènes. C'est bon. Ça m'a pas sorti le même. C'est intéressant, n'est-ce pas? Hop hop hop. Ah, j'ai bien fait de construire ces 2 trucs là. Comme ça, c'est les mitraillettes qui s'occupent du truc. Arcade Lover, c'est parce que j'étais en pleine lecture sur Lovecraft avant. Et les tentacules, c'est un truc de Lovecraft, tiens. Bah voilà, ça c'est cool, il y a les mitraillettes qui font le boulot. Par contre, il faut qu'il y en ait un qui répare, peut-être. Bon, là, on emmène... Ouais, voilà, on va déjà emmener la machine se faire soigner. Ouais, parce que les trucs hyper sommeil, j'ai pas, hein, donc il va falloir absolument que quelqu'un soigne... Ouais, ça va, c'est bon, c'est Cumulard le médecin, donc tout va bien se passer. Je vais perdre une de mes mitraillettes si personne va la réparer. Michael doit s'en charger, mais il est déjà blessé. Hop. Répare la mitrailleuse. Cumulard, je voudrais que tu... Tu peux pas soigner Majeur, t'es sérieuse? Santé. Douleur sévère, mouvement aucune. Jambe gauche. What, c'était quoi ça? What? Il m'a fait exploser ma mitraillette. Et il est juste blessé quoi. Ça va être compliqué. Ça va être comme qui dirait compliqué. Bah lui il s'est bien tiré lui. Il va venir ici. Hop, enrôler. On va combattre avec lui. Il n'est pas réparateur, Cumulard. Eh ben tu vas venir ici. Michael, tu vas me réparer la machine, s'il te plaît. Oh putain, il tire mal, Cumulard par contre. C'est le vaisseau qui prend quoi. Aïe, Michael il prend cher mais il répare vite fait. Allez vas-y, répare Michael. Oh là là, j'ai l'impression que ça va être le combat le plus long de l'histoire quoi.
Et en plus, ils vont geler. Non, voilà. Il faut partir là. Il faut partir. Il y a le break à faire. J'essaie d'arriver vers toi. Il va craquer, Michael. Bon, vas-y, pars, c'est bon, je te laisse. Je te laisse tranquille. Cumular, ça va encore un peu. Ah, il faut le finir là. J'essaie de passer par là, là. On va partir. C'est mieux là? Il tire mieux ou pas? Hop. Il a tué un écureuil. Génial. Oh là là là. 2 heures plus tard. Bon, majeur, comment tu te sens? Un vaisseau commercial passe à proximité, ok. Michael, il est bien malade quand même. Dès que j'aurai tué lui... Allez. Dès que ça sera terminé pour le faucheur, Cumular va foncer soigner Michael. Je veux pas lâcher l'affaire parce que Cumular lui aussi va devenir taré là, bientôt. Allez, il peut tenir, il faut qu'il le... non mais t'inquiète, c'est passionnant là le combat, mais en fait en vrai c'est chaud ce qui se passe. On va mettre un peu de musique par contre parce que... Ah, trop bien. Arrêtez Michael. Non. J'aimerais que tu le soignes. La prochaine fois je suis pas Yasuo. Ah, c'est parce que je suis mobilisée. Traiter Michael. Pendant ce temps, Malphite. Ok. C'est parti, il va nous soigner Michael. On doit avoir des soucis là, Malphite. Et tu peux pas soigner majeur. Ah si, voilà, traiter majeur. D'abord. Et ensuite, traiter Michael Marine. Complètement invalide majeur. Je suis là, hein. Je vais pas pouvoir te sauver. Hein. Je pense qu'on va le placer en hyper sommeil dès qu'on aura l'occasion. Bon, enfin bref. Pour l'instant, c'est pas mal. Michael est tombé malade de la peste. Parfait. Ok, rien à redire. Mauvaise qualité de la part de Cumular. 1 chance sur 2. Bonne qualité. Mauvaise qualité. Cumular, je t'annonce que faut absolument que tu te concentres à max sur la médecine et la cuisine. Ouais, voilà, ça me paraît pas mal là comme projet. X ou pas? Non, 19 degrés, ça va. 21, ça va. Et là-dedans, moins 8, c'est très bien. Il va nourrir tout le monde. Putain, on a réussi à s'en sortir. Zut, comme qui dirais-je. La ligne en haut à droite, est-ce que c'est normal? De quelle ligne qu'il s'agit? Non, c'est pas normal. Voilà. Hop. Ça doit être ça. On est reparti. Les colons ont besoin d'un lit. Il y en a un, il y en a 2. Voilà. Je pense que Major va mourir là, non? Major. En tout cas, son humeur va mieux. Ah non, c'est juste que elle peut pas bouger, quoi. D'accord, elle sert à rien. Très bien, pas de problème.
Ah là là là. Majeur ne sert plus à rien. Ok, on va faire de la recherche. Il va falloir qu'on avance sur le caisson d'hypersommeil, je le sens. Lits médicaux, augmentant les chances de réussite d'actes médicaux. Voilà, on va rechercher ça. Je sais pas ce que j'étais en train de faire, mais je pense que c'est plus important. De toute façon, on va accélérer à grande vitesse, parce que là, à part soigner Michael, j'ai pas grand chose à faire. Et je crois que Michael, lui, ça va. Santé. Il a une peste mineure. Une peste mineure. Tout va bien. Mouvement lent. Oh là 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 là. Je vais avoir une colonie d'escargots, quoi. Et du host de gros pseudo. Je peux enlever le titre. Normalement, j'ai changé le titre du truc. Hein. Faut actualiser vos pages. Si vous actualisez et que c'est encore les mauvais titres, dites-moi, mais normalement, j'ai changé. Bon, Majeure, elle est en bonne santé, mais elle sert plus à rien. Elle peut plus bouger. À cause de sa jambe. À cause de sa jambe gauche. Shot off, tout simplement. Donc, il va falloir lui faire une opération. Installer une jambe de bois à la jambe gauche. Ça va être ma première fois. Je sais pas du tout comment ça se passe. Okay. Donc il faudrait voir si Cumular a le temps. Mais non, Cumular va pas avoir le temps de toute façon de s'occuper de manger, de nourrir, de soigner tout le monde. Non, il va avoir le temps de rien. Écoutez, on va tenter une jambe de bois, jambe gauche. À l'arrache. Assurez-vous de posséder le matériel adéquat. Bah, je sais pas ce que c'est le matériel adéquat. C'est une jambe gauche? C'est bien la jambe gauche. Ouais, c'est bon. Que je lui mette pas une jambe. Qu'est-ce qu'il vient de se faire tuer là? Ah, cool. Merci du follow. Je peux vous faire un gros bisou. Salut Thomas Guy. Rimworld, c'est un jeu de survie. En fait, on est des colons. 3 colons qui avons débarqué sur une planète. On essaye de s'enfuir de la planète. Et voilà. Concrètement, c'est assez délicat. Mais on va y arriver. Sauf que Majeure est invalide parce qu'elle s'est fait blesser à la jambe gauche. Donc on va tenter de l'opérer. Et Michael, lui, a chopé la peste. Mais il est en train de développer une immunité. Donc avec un peu de bol, avant d'en mourir, il devrait... Il a plus de poumon gauche. Et il vient de se passer un truc encore. L'épave d'un ancien est désormais plus puissante. Ah oui, parce que j'ai pas fini le vaisseau. Mince. Mince. J'ai complètement oublié attaquer le vaisseau. Il faut absolument que je le termine parce que il descend à mort la santé mentale de mes troupes en fait. Chaque humanoïde dans les environs se sentira plus dérangé, terrifié et paranoïaque. Ouais, il faut absolument que je le finisse. Malade, non. Les vaisseaux commerciaux, j'ai pas beaucoup de sous. De toute façon, j'ai que 1500, donc je peux pas faire grand chose. Et les grossistes, voilà. Il est stylé mon œil au beurre noir, t'as vu ça? Bon, il est mauvais, Cumular, mais... Ça y est, ça descend. Ok, allez, vas-y, c'est bon. Bon. Il n'y avait pas un corps de... Il n'y avait pas un corps de... Non, quelque part? J'ai pas vu un corps de sanglier? Ouais, je vois avec je suis pas folle, il y avait un sanglier qui s'est fait tuer là dans le coin, non? Bah écoute, bah putain. Allez, ciao. Non, bah, je dois être folle. Il m'a semblé voir un sanglier mort, mais je dois être folle. Ok, donc on est reparti. On va voir si Cumular est chaud là pour se tenter une opération. Non? Dans Reward, il n'y a pas de WC. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, sauf le fait qu'ils aient des petits besoins naturels. En même temps, j'ai envie de dire heureusement, parce que déjà qu'ils passent énormément de temps à dormir, c'est super vexant. Donc heureusement qu'en plus, ils passent pas tout leur temps au WC, quoi. Alors, j'ai toujours pas fini mon établi de tissage, mais je pense que c'est pas pour tout de suite.